Elle est votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama. C'est Anne-Sophie Elsif, la chef économiste de BDO France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Plein de sujets à voir. J'ai envie qu'on parle vite de la flat tax parce que c'est dans les projets, dans les cartons du gouvernement qu'elle pourra augmenter. Mais juste un petit mot avant ça sur la conjoncture globale. Depuis un an, alors c'est qu'on peut regarder l'INSEE. L'INSEE a revu sa prévision à la hausse pour cette année, 0,8%. Mais on sent bien qu'à depuis la dissolution quand même, il y a assez une rupture. Il y a eu 3 premiers ministres. On sent bien que le moral, est quand même pas bon pour les entrepreneurs. L'investissement ne fait que baisser. Pour les ménages, la consommation est quand même décevante. Elle est à taux, même si l'investissement logement est en train de repartir. Le tableau d'ensemble, encore une fois, reste comme maussade. Je ne veux pas qu'on voit juste le verre d'eau à moitié vide, mais bon, c'est pas folichon. Notamment quand on se compare aux autres pays européens, quand on voit l'Espagne, l'Italie. Oui, mais si on se compare à l'Allemagne, ce n'est pas le cas, par exemple. C'est vrai. Donc moi, je dirais que ça va mieux économiquement, même bien. Mais en France, ça va mieux économiquement. Ça ne va pas bien politiquement. Et donc, en fait, c'est la situation politique qui crée les difficultés économiques. Ce qui est assez intéressant, parce que vous l'avez dit, les sous-jacents économiques s'améliorent, on l'a dit. Ça s'améliore vraiment. Qu'est-ce qui s'améliore? Alors, le pouvoir d'achat. Souvenez-vous, pendant 4 ans, on a parlé, H24, on a parlé avec vous du pouvoir d'achat. Il augmente, il baisse, le prix de l'énergie. Le prix de l'énergie s'est effondré. Ce qui explique que dans la contribution à l'inflation, on a une inflation qui est la plus basse de la zone euro, 1%. Parce qu'on a ce prix de l'énergie qui est très bas. Alors, donc, vous me demandiez qu'est-ce qui va mieux. Donc voilà, je vous le dis, ça c'est juste factuel, c'est les chiffres. Les prix de l'énergie sont effondrés. L'alimentaire aussi, on se souvient, on est arrivé à plus 25%. Là aussi, on a un fort ralentissement. Et donc, on a un taux d'inflation qui est le plus bas de la zone euro, avec des salaires qui augmentent plus vite que l'inflation. Donc gain de pouvoir d'achat, 2,5% de gain de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quoi? C'est cette année, c'est ça? Alors, le gros rattrapage, c'était l'année dernière. On était quasiment à plus de 3%. Et cette année, en effet, on est à ces alentours. Et la bonne nouvelle, c'est que surtout, on va reprendre tout ce qu'on a perdu depuis 2019. Donc, en termes de pouvoir d'achat, et après 4 années, on ne parlait que de ça, on a un retour positif du pouvoir d'achat. Alors, pourquoi la consommation continue de décevoir? À cause de la situation politique. C'est ça le sujet. Donc, je vous disais le pouvoir d'achat. La Banque Centrale Européenne continue de baisser ses taux. Donc, on a une amélioration du financement des entreprises. Alors on pause, les baisses sont petites, on ne va pas avoir de grosses baisses de taux, mais quand même on a une amélioration du financement. Les entreprises ne vous disent pas j'ai pas de crédit, pas du tout. Vous voyez les chiffres de la Banque de France, c'est bon. Donc en fait tout le monde attend que ça reparte. Et pourquoi il y a cet attentisme? Puisque vous l'avez dit, on n'a pas de budget. Dans le budget, on se dit est-ce qu'on va avoir la prime Rénov par exemple qui a changé 15 fois en 2 ans? C'est sûr que vous êtes dans le bâtiment et vous attendez cette prime pour avoir vos commandes ou embaucher. Vous allez dire je vais attendre de voir la dernière motion de la prime Rénov avant de faire une embauche ou autre. Mais j'ai des commandes et j'ai des candidats pour être embauchés. Donc l'entreprise et l'économie va mieux, mais à cause de la crise politique, il y a un attentisme et donc il n'y a rien qui se passe alors qu'on devrait justement être dans une situation de reprise. Quoi d'autre de positif? Donc on l'a dit, baisse des taux d'intérêt, ça c'est vrai. Et puis le fameux taux d'épargne des ménages. Là aussi, on a dit 19%, au plus haut historique. Quand est-ce qu'on va s'arrêter de battre des records? Mais c'est lié à ce qu'on dit. C'est exactement lié à ce qu'on dit. Alors après, c'est lié aussi à ce qu'on dit, c'est aussi lié au fameux quoi qu'il en coûte. Ce qui est un petit peu catastrophique dans cette situation, quand on regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le quoi qu'il en coûte depuis 2020, on a 200 milliards. Et dans la majorité de ces 200 milliards, vous avez 2 tiers qui ont été donnés aux ménages, 1 tiers aux entreprises. Le but de ce quoi qu'il en coûte, comme vous savez, notre modèle de croissance, c'est 60% de la consommation des ménages. C'était que les gens consomment. Qu'est-ce qui se passe? L'État s'est endetté sur les marchés financiers à creuser son déficit pour distribuer aux ménages qui épargnent. Avec l'indexation, par exemple, des retraites ou des pensions des fonctionnaires. Vous regardez la dernière note de l'INSEE. C'était pas l'objectif qu'ils épargnent, évidemment. C'était pas l'objectif. Et regardez l'indexation des retraites, très bien, pour le pouvoir d'achat des retraités, on a dit, il y a des difficultés, etc. La moitié de cet argent reste sur les comptes. Il n'a pas du tout été consommé. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'on a un État qui s'endette pour redistribuer, et au lieu que ça se solde en investissement et en consommation, ça solde en épargne. Et donc, marche sur la tête. On avait 1,2 ou 2% de croissance, parce que si tout cet argent était consommé, aux États-Unis, le taux d'épargne il est de 4%. Donc, tout ce que historiquement, là, il a un petit peu augmenté, mais voilà, tout ce que vous gagnez, vous le dépensez. Vous imaginez si tout cet argent était dépensé dans l'économie en termes de consommation, combien on aurait de croissance? Il est où cet argent? Parce qu'encore une fois, il n'est pas dans ma poche, je ne sais pas s'il est dans la vôtre, mais il est épargné par qui? Alors, là aussi, quand on regarde la disparition de l'épargne... C'était les seniors. Donc il y a les seniors, mais moi, je n'aime pas trop stigmatiser seniors, actifs, etc. Voilà, je préfère dire par tranche. Donc on voit qu'en fait, vous avez 20% en effet de la population qui a une épargne de plus de 10 000 euros. Donc ça veut dire que en fait, c'est 20% des Français, les plus aisés qui ont une majorité des épargnes. On ne va pas les contraindre à dépenser leur argent. Non, on ne va pas les contraindre. Mais là, ce que l'on peut faire, c'est peut-être essayer ou arrêter d'avoir des politiques de redistribution qui se traduisent en épargne.
c'est un petit peu compliqué parce que, encore une fois, si on avait 2 ou 2,5% de croissance, on n'aurait pas ce débat sur le déficit. Donc ça réglerait tout le problème. On fait comment alors? Alors, justement, ce qu'il faut faire, c'est donner des perspectives. Et là, vous avez bien compris que vu la situation politique, on fait exactement l'inverse. Donc c'est un serpent qui se mord la queue. Sur ce taux d'épargne, 19%, il y a toujours débat entre ceux qui disent c'est comme ça, les Français, ils épargnent, après ils disent oui, ils épargnent trop, ils épargnent mal, ils prennent pas de risques comme aux États-Unis, Non mais qu'est-ce qu'on pense au final de cette épargne? Elle est bien employée, elle pourrait mieux rapporter, en même temps libre aux gens d'avoir un peu peur et de vouloir des produits sécurisés à taux d'intérêt, même si ça rapporte moins. Complètement, mais c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, élargir l'offre des produits d'épargne. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en France, vous épargnez... Il y en a tellement, mais c'est tout le temps le même type d'offre. Vous avez ou les livrets réglementés, livrets LDD, là tout le monde en a, etc., c'est liquide, etc. Et puis sinon, après, vous avez l'assurance vie, oui, le PEA, le PER, le PER1, oui, mais là, en termes de volume, vous parliez de statistiques, c'est moins utilisé. C'est plus les fameux 20% qui l'utilisent. Moi, mon idée, c'est de dire, en effet, on a beaucoup d'épargne, mais il n'est pas assez productif. Il finance beaucoup de dettes françaises, ce qui est très bien et indispensable. Il faut surtout bien continuer. Et puis surtout, il finance de l'immobilier, il finance plus du court terme ou des investissements qui sont plus rentables. En effet, quand vous avez de l'assurance vie, votre argent, il ne dort pas, il va financer les entreprises qui sont les plus rentables. Comme les entreprises qui sont plus rentables sont plutôt des entreprises américaines qu'européennes, c'est vrai, ils vont plus financer les États-Unis. C'est le rapport Draghi, 300 milliards de l'épargne européenne qui finance Apple et Google. Moi, mon idée, c'est quoi? C'est de se dire, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, avant 2019, on a 3 points de taux d'épargne en plus. On était à 14%, là, on est à 19%. Ça fait 5 Donc, voilà. Non, on était à 14. On était à 14. Et donc là, on a augmenté. Et donc, cet argent en plus... Si on passe de 14 à 19, c'est qu'on a 5 points de plus. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, bien vu. 14 plus 3, on était à 14. 17. Donc, on a eu cette augmentation de taux d'épargne. Et donc, cet argent en plus, qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce qu'avant, quand on était à 14, on nous disait « Attention, il ne faut surtout pas y toucher. Si on touche à cette épargne, on aura moins de dette française qui sera financée. On aura moins, on va dire, de titres et autres. » Là, on a un petit surplus. Bien sûr que cette épargne finance des choses encore. Vous l'avez dit, l'assurance vie, etc. Mais on a moins d'occasions pour dire on ne peut pas financer le productif. Alors, vous proposez quoi? Alors, donc, l'idée, on avait ce qu'on appelait le fameux Codévi dans les années 80. Oui, ça remonte un petit peu. Voilà. Quand j'étais petit, j'ai dû en avoir, effectivement. Voilà, exactement. Et donc, ce Codévi, c'était un livret d'épargne, donc qui était sécurisé, comme le livret A, comme le LDS, voilà, que vous avez actuellement, donc qui était garanti, liquide, et qui vous permettait de financer les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, ou les plus petites entreprises, dans des secteurs industriels. Parce qu'à l'époque, on avait plus d'industrie que maintenant. Aujourd'hui, on en a 9,4% de notre PIB, on est 3e en Europe. Et donc, l'idée, c'est de se dire, peut-être une partie, une infime partie, on ne parle pas de toutes les parts, juste une petite partie, on pourrait davantage la flécher avec un type de livret d'épargne comme ça. Par exemple, regardez le livret A qui finance un logement social sur 2, donc c'est quand même énorme, rapporte 1 milliard d'euros à l'État par an. Donc il finance du productif, des logements sociaux, important, et en plus, il rapporte de l'argent à l'État. C'est quand même... Il y aurait une garantie en capital sur ce livret. Et il y aurait une garantie, c'est vraiment le même système que le livret A, que le LDD, de la Caisse des dépôts. Il y a déjà eu. Traité en dette, pas en action. Alors, tout à fait. Là, il n'y a pas d'action, etc. Et l'idée, c'est de faire des prêts. C'est vraiment le même fonctionnement qu'on a avec... ça existe déjà, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, ça a déjà existé. Mais le remettre en œuvre, Michel Barnier en avait parlé. Pourquoi ça a disparu ? Parce qu'on l'a transformé justement en LDD, donc pour financer des projets de développement durable. À cette époque-là, on a un peu laissé tomber l'industrie, ça ne vous a pas échappé, et donc on s'est dit il faut financer plus de projets de développement durable, ce qui est très bien. Okay. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre, et qu'on pourrait aujourd'hui, comme on a ce surplus d'épargne, eh bien en profiter pour avoir un peu une épargne plus productive, et au lieu d'aller financer les entreprises européennes, américaines, davantage les entreprises européennes. Bon, puisqu'on parle d'Europe justement, est-ce que la France n'évolue pas à rebours encore une fois, de ce qui se passe ailleurs dans le monde? On a comme une spécificité politique franco-française qui nous empêche, on le voit sur les bourses, on voit bien que la bourse de Paris est totalement à la traîne par rapport à la bourse allemande, 20 ou 25% ou 30%, je ne sais plus, entre 20 et 30% pour la bourse espagnole, italienne, allemande, italienne, espagnole. On est en retrait d'un point de vue financier, boursier, d'un point de vue de l'activité aussi au global, quand on se compare par rapport à la zone euro. Alors oui, bon, la croissance en zone euro, c'est 1%. Bon voilà, oui, nous, on est quand même plus faible. Enfin, on n'est pas non plus dans une croissance à 1,5 ou 2 au niveau de la zone euro. Mais on n'est pas au niveau, vous avez dit, de l'Italie et de l'Espagne. En fait, le grand problème de la France, c'est en effet notre système qui fait que le système fonctionne comme vous avez une majorité à l'Assemblée nationale. Oui. En Espagne, ils n'ont pas de budget depuis 3 ans, ça ne pose pas de problème. C'est la première économie européenne, on l'a dit. Donc le problème, c'est ça. Et donc, ce que voient les marchés derrière, ce n'est pas un problème de droite-gauche, etc. Ça ne s'intéresse absolument pas du tout les marchés. C'est de se dire, à cause de cette situation, comme on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et que ce n'est pas un pays qui fait des coalitions ponctuelles pour pouvoir avoir un projet, eh bien, ça va bloquer le pays.
Et c'est ça, en fait, qui inquiète les marchés en disant si ça bloque, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment de réforme pour se désendetter. Et donc, voilà, pas un énorme risque parce qu'on reste dans la zone euro, etc. Mais en tout cas, un stress, alors qu'il y a des pays, hein, on l'a vu, l'Espagne, l'Italie, voilà, l'Allemagne, qui ont des finances publiques et en tout cas qui ont des plans de fonctionnement qui sont plus robustes. Donc, en fait, c'est ça le sujet. Et c'est pour ça que d'avoir ce budget, c'est très important. Maintenant, on en est à un niveau où on ne peut même plus savoir trop ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'on veut, c'est avoir un budget pour ensuite se tourner vers 2027 où peut-être qu'on pourra enfin tourner la page et avoir une majorité. Pour avoir un budget, il faut éviter la censure. Pour ça, il faut avoir un accord avec le PS. On a tous à peu près compris la stratégie. On a tous en creux, pareil, il y a une réunion de la dernière chance vendredi avec les socialistes à Matignon. On a compris que dans leur demande, il y avait deux choses sur lesquelles je voulais qu'on s'arrête, Anne-Sophie Elsif. C'était plus de justice fiscale. Alors le Premier ministre a dit non, niet, nein, à la taxe Zuckman, au retour de l'ISF. Il se murmure, nous disent les Échos aujourd'hui, peut-être une augmentation de la flat tax. C'est vrai que ce n'est pas nouveau. La flat tax, c'est à 30%. Ça nous intéresse évidemment sur Boursorama, sur les revenus financiers au sens large, hors immobilier. Si on passe, alors chaque point en plus, c'est, j'ai lu, 250 millions d'euros de recettes fiscales en plus. Si on passait de 30 à 33, 34, à 35, à 36, est-ce que c'est grave, docteur ? Alors bon, là, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est beaucoup plus un choix politique qu'économique. La grande difficulté, à mon sens, c'est qu'on s'attaque toujours au capital et plus au productif qu'à ce qui ne l'est pas. Ce que je vous disais précédemment sur ce que finance aussi notre épargne. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Bien sûr, ça va faire peut-être 200, 250 millions en plus. On voit qu'au niveau, par point, en termes de volume, c'est vrai que le compte n'y est pas. Donc, à mon sens, ce que va essayer de faire le Premier ministre, et on voit qu'on est beaucoup plus dans le portage politique que dans l'objectif de vraiment baisser le déficit. Pourquoi le déficit va baisser ? Non, mais juste un mauvais signal, juste par rapport à la flat tax. Est-ce que c'est quoi ça ? On dit que c'est juste un mauvais signal. Ça va à rebours de tout ce qui a été fait, notamment depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, en matière justement d'attractivité, d'investissement en France, cette flat tax à 30% qui nous place... Oui, là, c'est vrai qu'on était dans la moyenne des pays de l'OCDE, on était un petit peu à ce niveau-là. C'est vrai que là, le signal, c'est de dire qu'ils n'arrivent pas à avoir un budget et finalement, le gouvernement a cédé en se rattaquant aux revenus du capital. Et donc, ça peut créer un risque, ou en tout cas une inquiétude en se disant, voilà, on va revenir à cette politique. Une augmentation de la flat tax. Ce serait un mauvais signal, après qui pourrait être ponctuel, parce qu'on le voit par exemple au niveau des IDE ou d'autres indicateurs, la France reste très attractive. Mais ce sera un mauvais signal, plus parce qu'on est dans le contexte politique du fait qu'on n'ait pas de budget. Donc le risque est de se dire, voilà, on va encore s'attaquer aux revenus du capital et au capital, alors qu'il y aurait des réformes de fond à faire. C'est ça le risque. L'autre mesure demandée par les socialistes, c'est une baisse de CSG sur les bas salaires, ça coûte cher, je crois 5 ou 6 milliards d'euros. Ce serait une bonne mesure, même si elle est coûteuse ? Alors là aussi, l'idée, c'est d'avoir plus d'attractivité et puis c'est surtout d'augmenter toujours le fameux pouvoir d'achat. On sait qu'entre le brut et le net, c'est vrai qu'on a un décalage par rapport notamment à nos partenaires européens. Donc voilà, le Parti socialiste dit, là, c'est factuel, on a un écart entre le brut et le net qui est plus important. Et donc, il faut trouver des solutions pour essayer de faire baisser cet écart pour augmenter le pouvoir d'achat. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il y a derrière ? Pourquoi il y a cet écart qui est plus important ? Parce qu'on a une part des retraites qui est plus importante dans notre PIB, 14% au lieu de 11%, et l'autre, c'est la sécurité sociale. Donc, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on ne parle pas du vrai sujet qui est, on veut garder notre système de protection sociale et de retraite, qui aujourd'hui coûte plus cher que ce qu'on a dans les autres pays européens. Et on a un problème, on n'a pas assez de croissance économique. Donc, il faut essayer, à mon sens, et donc là, en effet, moi, je suis plutôt une économiste qui est plus pour la réindustrialisation et pour la création de valeur ajoutée. Eh bien, à mon sens, il faut plutôt essayer, justement, de garder l'appareil productif et essayer d'aller vers ce qui est plus productif et qui va créer plus de croissance pour ensuite baisser vos déficits. Et là, on voit que comme on est dans une situation court-termiste... Alléger la CSG, augmenter la flat tax, ça va dans ce sens-là ? Ça va dans le sens, c'est purement ponctuel. C'est-à-dire que et en plus, dans un contexte, là, moi, je trouve que ce n'est pas un bon signal, c'est qu'on l'a dit précédemment, on est dans une situation où le pouvoir d'achat revient, où on a une situation économique qui s'améliore. Donc, je vous dirais, vous avez ça dans un contexte où vous êtes en crise financière, où il n'y a plus de pouvoir d'achat, où que la consommation est complètement laminée. Pourquoi pas ? Là, on voit que ce n'est pas le cas dans les indicateurs économiques. L'activité s'améliore quand on parle au patron, on était au MEDEF, à la rêve du MEDEF, quand on écoute les dirigeants, l'activité qui s'améliore. L'activité s'améliore. L'idée, c'est de dire qu'il y a de la demande. Sur les 0,8%, ce n'est pas de la bonne croissance, c'est la variation des stocks. Si on retire ça, la croissance en France, c'est zéro.
Donc, bon, pas 0, mais c'est en tout cas, oui, 0,1. Enfin, c'est vraiment très faible. Voilà. Bon. Non, mais c'est vraiment... Non, mais j'aimerais bien dire que tout va bien, mais je me dis juste Non, on ne dit pas du tout que tout va bien. Mais ce que l'on essaie d'expliquer, c'est que c'est vraiment la crise politique qui engendre ça, et que si demain on a un budget et qu'on avait une perspective jusqu'en 2019, ça pourrait repartir plus fort parce qu'on a des sous-jacents qui sont bons. Ce qui n'était pas le cas en 2008, quand on avait une crise financière, où là on avait de la destruction du capital et de la valeur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vraiment le politique en France qui aujourd'hui bride l'économie française. Exactement. Qui la bride d'ailleurs à peu près un peu en dessous de la moyenne européenne. C'est là où c'est dommage, quoi. En dessous de la moyenne européenne, en termes de croissance. Oui, non, complètement. En plus, ce qui est assez dommage, c'est qu'avec ces politiques de quoi qu'il en coûte qui étaient assez bonnes, on avait eu, vous vous souvenez, pendant le Covid et post-Covid, on était un des seuls pays à avoir de la croissance, alors que beaucoup de pays étaient en récession. L'Allemagne, on l'a dit, 2 ans, etc. Aussi, quand même. Oui, mais c'était ça l'intérêt du quoi qu'il en coûte. Là, c'était suffisant. Mais quand ça va mieux, ce qui est le cas aujourd'hui, il faut arrêter ce quoi qu'il en coûte. Nous, on reste dans une politique budgétaire accommodante tout le temps, même quand après ça s'améliore. Oui, c'est la France. C'est ça le sujet. Bon, on y croit pas, et on finit là-dessus, Anne-Sophie. On y croit pas au retour sous 3% de déficit public en 2029. Tout le monde dit toujours, bien sûr, on respecte ça. Le totem, oui. On n'y sera pas, je veux dire. Alors nous, dans nos prévisions, on n'y voit pas, on n'est pas avant 2032. Je dis pas qu'il faut y être, mais il faut arrêter de dire une promesse qui est intenable. Alors, on a une élection présidentielle en 2027, je veux dire. Nous, dans nos prévisions chez BDO, on n'y est pas, on n'y sera pas avant 2032. Et j'ai envie de vous dire, ça n'intéresse personne. C'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on est focalisé là-dessus. Qu'est-ce qu'a dit la Commission? Qu'est-ce que disent les investisseurs? Ayez juste un plan de désendettement. Si vous avez le 3%, même si c'est en 2035, c'est très bien. Mais on veut juste un plan. Et que vous y teniez. Ouais. C'est tout. Donc c'est très intéressant de voir qu'au niveau national, on a même des débats qu'on ne nous demande même pas à l'extérieur. On veut juste un plan robuste de désendettement. C'est tout. Qu'est-ce qui se passe si c'est de la politique, mais c'est en lien avec l'économie? Oui, s'il n'y a pas de budget, si le cornu y tombe, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un peu les deux scénarios. Le premier, c'est que, malgré tout, il arrive quand même à avoir un budget. Et donc là, je vous dis, on pourrait avoir un petit rebond, en tout cas une amélioration de croissance et peut-être aller à 1, ce qui serait bien tout de suite pour le déficit, parce qu'on sait encore que c'est le plus efficace. L'autre scénario, c'est qu'on n'y arrive pas. Je ne pense pas qu'on soit dans un scénario de démission de président de la République, parce qu'il a répété qu'il ne souhaitait pas le faire. Mais voilà, qu'on soit dans une situation, finalement, où on n'arrive pas à avoir ce budget, etc. Soit il renomme un gouvernement technique, peut-être en allant choper un Premier ministre de gauche. Ça marche pas, mais après, qu'est-ce qu'il y a? Il reste la dissolution, je veux dire, après, il reste... Il faut qu'il refasse la dissolution, et là, en effet, on sera vraiment dans le scénario noir, puisque là, en termes, de charge de la dette, on l'a vu avec la dégradation de la France, on aura encore des conditions qui seront moins favorables, donc cette charge... Ils le sont toujours, en tout cas, pour le moment, les conditions favorables. Tous les apocalypses, tous les Cassandres qui ont dit « Ouais, Bayrou qui tombe, on n'a rien vu de tout ça. » Ça, c'était tout à fait faux, le FMI, ça, c'était faux. Comme d'habitude, comme là, le politique gangrène l'économie, on est dans les extrêmes, c'est totalement faux. Bien sûr qu'on est dans la zone euro, qu'on a la BCE, on n'est pas du tout dans cette situation. Le problème, c'est qu'on paie plus cher. L'année prochaine, on va devoir lever beaucoup de dettes et donc à des taux plus chers. Et le problème, c'est que voilà, cet argent, c'est de l'argent en moins pour le budget. 70 milliards d'euros aujourd'hui. On va tout droit vers 100 milliards d'euros en 2029. Pour rembourser les intérêts. Là, le fameux chiffre de 2029, vous parlez des 3%, à 100 milliards d'euros de dettes, on y va. Donc c'est ça en fait le sujet. Et pendant que vous faites ça, vous ne faites pas de productif, donc vous avez moins de croissance. Donc vous retournez dans le cercle vicieux. C'est ça le problème de fond. C'est pas. Et on en sort comment alors? Avec de la stabilité politique. De la stabilité politique et, à mon sens, un plan. Crédible. Un plan. Qui n'obère pas trop la croissance. Exactement. Et un plan qu'on tient où on montre qu'on... C'est ça vraiment la solution. On a moins d'inflation, on l'a dit, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Les Français ne voient pas cette moindre inflation. C'est dingue. On est à 1% d'inflation, mais quand on leur pose la question... Alors, il y a toujours le ressenti, mais on a la même chose. Vous venez d'être augmenté par votre entreprise et vous vous dites, voilà, ma condition salariale n'a jamais été aussi mauvaise. Donc, il y a toujours une dichotomie entre votre ressenti et les chiffres. Les chiffres de l'INSEE de l'inflation, ce n'est pas quelque chose, les prix de l'alimentation. L'INSEE regarde ce qui se passe au supermarché. Donc, ce n'est pas quelque chose de macro qui n'existe pas. C'est du concret. Aujourd'hui, les gens peuvent vous dire, j'ai toujours des difficultés, etc. Mais quand vous regardez le prix de l'énergie, c'est un fait qu'il a baissé. Bon, on n'est pas au niveau de la crise Ukraine. Ça, on est quand même d'accord avec ça. C'est juste factuel. Pétrole, gaz. Voilà, mais il y a toujours un ressenti, en effet, c'est toujours quand vous avez des baisses, vous avez toujours un ressenti qui est faible. Par contre, quand vous avez des hausses même faibles, là, elle a un nom, cette asymétrie en économie, elle a un nom. Alors, c'est ça, c'est la psychologie, même. Oui, c'est plus de la psychologie. Là où il faut même saluer le travail de l'INSEE, c'est que c'est vrai qu'après la crise Covid, ils ont vraiment travaillé énormément sur le ressenti. Nous, c'est vrai, en économie, on n'aime pas ça parce qu'on aime bien les indicateurs robustes, etc. Le ressenti, voilà, comment on le mesure, qu'est-ce que c'est pas... Mais c'est la vraie vie, le ressenti.
c'est la vraie vie. Bon, voilà, c'est vous. En tout cas, c'est sûr qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que ça n'existe pas. Le Covid, pourquoi ça nous a appris ça? Parce que les retraités ont eu un ressenti vraiment de paupérisation. Alors que quand vous regardez en chiffres, ce n'est pas eux qui sont vraiment paupérisés, c'est les jeunes. Là, catastrophique. Les moins de 25 ans, vraiment explosion du taux de pauvreté. Donc, comment on peut avoir une telle dichotomie entre les faits et le ressenti? Et c'est vrai que l'INSEE a fait beaucoup d'études en disant voilà le chiffre et voilà le ressenti. Pour finir, pourquoi on explique pourquoi on a ce ressenti, on a perdu du pouvoir d'achat? Depuis 20 ans, dans nos modèles de consommation, on a pu avoir du pouvoir d'achat pour deux éléments. Vous êtes de la classe moyenne, vous avez votre revenu et vous aviez deux postes qui sont effondrés, l'alimentaire et l'énergie. Donc, tout ce qui était un peu dépenses contraintes, qui a été vraiment réduit à néant. Et donc, quand vous aviez un salaire bon, on va dire 2000-2005 ou même un petit peu avant, un peu plus du SMIC, vous aviez vos dépenses contraintes qui étaient faibles et donc vous aviez plus d'argent pour vos loisirs. Voilà, sortir, faire des choses, etc. Le problème, c'est que dès que vous revenez dans une situation où l'énergie augmente un peu ou l'alimentaire, même si ce n'est pas une explosion, et où il y a de nouvelles dépenses contraintes, eh bien, tout de suite, votre bien-être, ça, cet argent-là, tout de suite, ça vient empirer sur vos loisirs, sur des choses que vous pouvez faire avant. Donc, votre ressenti, il est colossal. Alors quand, par exemple, votre abonnement Netflix augmente de 1 ou 2 euros, vous êtes déjà abonné, ça vous énerve de payer 1 ou 2 euros en plus, mais vous n'avez pas une sensation de perte de pouvoir d'achat et de bien-être en fait de vie. Et donc c'est pour ça que sur l'alimentation et l'énergie surtout, c'est absolument fondamental. C'est pour ça qu'il faut avoir une indépendance énergétique. Le prix de l'énergie, c'est absolument fondamental. Dès que vous avez une inflation énergétique, c'est colossal en termes de perception de votre paupérisation parce que tout de suite, ça a un impact sur tous vos chefs de dépenses. Et c'est ce qu'on a vécu. $70 aujourd'hui. C'est ce qu'on a vraiment vécu avec la crise Covid. Et donc ça, c'est vrai que c'est un ressenti qui reste, et même si la situation s'est améliorée, vous restez dans ce ressenti-là. Il faut combien de temps? Il faut 6 mois, 18 mois, on ne sait pas, pour finalement que le ressenti s'estompe, s'efface face à la réalité des chiffres, que les prix de l'énergie ont baissé, l'essence, le gaz. C'est assez compliqué parce que même, alors on l'a dit, on retrouve du pouvoir d'achat. Pourquoi on retrouve du pouvoir d'achat? Parce que ce prix de l'énergie a baissé, donc c'est pas parce qu'il y a une explosion des salaires, c'est plutôt parce que le prix de l'inflation a baissé. Et les salaires ont certes augmenté, mais on a plutôt eu un rattrapage par rapport à ce qu'on a eu post-pré-Covid. Donc c'est sûr que nous, ce qu'on calcule, le fameux reste à vivre, le fameux revenu disponible, certes, il augmente, mais il est à 0,1, 0,2. Il n'est pas dans une explosion. Donc certes, ça va mieux, mais vous n'êtes pas non plus en train de vous dire « Oh là, j'ai gagné énormément de pouvoir d'achat ». Ce n'est pas le cas. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec Anne-Sophie Alsif, la chef économiste de BDO France, invitée à la grande interview sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci.